Dans une communauté tranquille du New Jersey, deux frères juifs sont partis pour l'école un matin et ne sont jamais revenus. Leur sort est resté inconnu, les années se transformant en une décennie de questions angoissantes. Mais 11 ans plus tard, des plongeurs posant de nouveaux câbles de fibres optiques au fond d'un lac ont découvert quelque chose de troublant dans les profondeurs troubles. Une découverte choquante qui allait révéler le mal tapi dans leur paisible ville. L'alarme a retenti brusquement à 4h45 du matin. Rivka Steinman l'a éteinte rapidement, tâtonnant à côté d'elle pour trouver la lampe. Elle et son mari, Moshe, accomplissaient leur routine matinale avec l'efficacité de ceux qui répétaient cette danse depuis des années. 11 ans pour être précis. 11 ans de matins précoces, de quarts supplémentaires et du poids de l'absence qui flottait dans leur petite maison de Teaneck comme un invité permanent. Rivka, désormais âgée de 46 ans, attachait ses cheveux grisonnants en chignon, les rides sur son visage creusé par des nuits sans sommeil. Moshe, 52 ans, bougeait plus lentement, usé par des décennies de travail dans la construction. Mais aucun ne se plaignait. L'argent supplémentaire de leurs horaires épuisants allait aux détectives privés, vers un espoir qui s'amenuisait avec chaque année qui passait. Ils rassemblèrent leurs affaires, le casque de chantier et le sac-repas de Moshe, le sac à main de Rivka contenant la photo de deux garçons souriants. La photo datait de 1995, un an avant que tout ne change. Eliav, alors âgé de 9 ans, avait passé un bras protecteur autour des épaules d'Avi, 7 ans. Tous deux portaient fièrement leur kippa, leurs yeux captant la lumière du soleil. L'air d'octobre à Teaneck portait une fraîcheur annonçant l'hiver. Ils marchaient en silence le long de Palisade Avenue, leur souffle formant de petits nuages dans l'obscurité. La communauté juive orthodoxe s'éveillait déjà. Les lumières s'allumaient dans les maisons, le son lointain des prières de matinale flottait par une fenêtre ouverte. Cette ville du comté de Bergen avait autrefois été leur sanctuaire, un lieu où leur foi était comprise et partagée. Maintenant, elle ressemblait à un musée de souvenirs. L'arrêt de bus se trouvait sous un lampadaire vacillant au coin de Cedar Lane. Ils étaient, comme toujours, 5 minutes en avance. Moshe posa son sac-repas et fléchit ses doigts contre le froid, tandis que Rivka resserrait son manteau. Le grondement familier du bus de la ligne 57A s'annonça avant que les phares n'éclairent le coin de la rue. La porte s'ouvrit en sifflant, révélant le visage familier de Donald Harwick au volant. Le chauffeur, dans la cinquantaine, conduisait cette ligne depuis aussi longtemps qu'il s'en souvenait. Ses cheveux sable étaient soigneusement peignés, son uniforme impeccable malgré l'heure matinale. « Bonjour, mes amis », les salua Donald avec sa chaleur habituelle. « Il fait froid dehors. »« Bonjour, Don », répondirent-ils à l'unisson, un léger sourire traversant le visage de Rivka. Donald avait conduit leur garçon à l'école dans ce même bus. Il avait été l'un des derniers à les voir ce terrible vendredi matin de 1996. Ils payèrent leur tarif, en monnaie exacte comme toujours, et se dirigèrent pour doute vers leurs sièges habituels à mi-chemin du bus. Le bus était vide, à l'exception d'eux, bien qu'il se remplirait en traversant la ville. Rivka s'installa près de la fenêtre, Moshe à ses côtés, leurs mains se trouvant automatiquement. Le bus s'ébranla, suivant son trajet habituel à travers les rues endormies de Teaneck. Ils passèrent devant les boutiques fermées de Queen Anne Road, les fenêtres obscurcies de la congrégation Benai Yeshurun, l'école élémentaire où leurs garçons auraient dû obtenir leur diplôme des années plus tôt. Le téléphone de Rivka sonna juste au moment où ils passaient devant le centre communautaire juif. Le son était discordant dans le silence du bus. Elle chercha maladroitement son téléphone, vérifiant l'identifiant de l'appelant avec un froncement de sourcils. « Police de Teaneck », murmura-t-elle à Moshe avant de répondre. « Allô?
Madame Steinman, c'est le détective Eric Keller du département de police de Teaneck. La prise de Rivka se resserra sur le téléphone. À côté d'elle, Moshe se pencha, son expression tendue. Ils avaient déjà reçu des appels comme celui-ci, des fausses pistes, des impasses, des excuses. « Oui, détective, qu'y a-t-il? » « Madame, je dois vous informer qu'il y a eu un développement dans l'affaire de vos fils. » Les mots restèrent suspendus dans l'air. La main libre de Rivka trouva celle de Moshe, serrant fort. « Que voulez-vous dire? Un développement? » Sa voix était à peine plus qu'un murmure. Une équipe de plongeurs a découvert des preuves ce matin au fond du lac Tamzen. Nous avons des raisons de croire qu'elles pourraient être liées à la disparition d'Eliav et d'Avi. Moshe fit un geste pour prendre le téléphone. Rivka l'inclina entre eux pour qu'il puisse entendre. « Quel genre de preuves? » demanda Moshe, la voix rauque. « Monsieur, je comprends que vous vouliez des détails, mais c'est quelque chose que vous devez voir par vous-même. J'envoie des officiers à votre domicile maintenant. » « Nous ne sommes battus pas à la maison, » l'interrompit Moshe. « Nous sommes dans le bus, en route pour le travail. La ligne 57A. Une pause. Je vois. Pouvez-vous venir au poste? Nous pouvons organiser un transport vers le site à partir de là. » « Oui, » dit immédiatement Rivka. « Nous arrivons tout de suite. » « Bien, demandez-moi quand vous arriverez. Et Monsieur et Madame Steinman, je sais que vous avez traversé beaucoup de choses ces 11 dernières années. Nous traitons cela avec le plus grand sérieux. » L'appel se termina. Rivka fixait le téléphone dans sa main, comme s'il pouvait sonner à nouveau avec des nouvelles différentes. Autour d'eux, le bus poursuivait sa route, inconscient du séisme qui venait de secouer leur monde. « Je dois appeler le travail, » dit Moshe, sortant déjà son propre téléphone. Rivka acquiesça, faisant de même. Le contremaître de Moshe fut compréhensif. L'équipe de construction connaissait la tragédie des Steinman. Mais quand Rivka joignit son patron à la boulangerie Kasher Goldberg, la voix de Rohan Meira était tranchante d'irritation. « Encore, Rivka? C'est la 3e fois ce mois-ci. »« Monsieur Meira, la police a appelé. Ils ont trouvé des preuves. » La semaine dernière, c'était une urgence familiale. La semaine d'avant, un rendez-vous médical. Nous sommes déjà en sous-effectif. La mâchoire de Rivka se crispa. Il s'agit de mes fils disparus. La police a besoin de nous au lac Tamzen immédiatement. Et moi, j'ai besoin de ma boulangère ici immédiatement. Tu crois que je vais croire toutes tes excuses? Apportez-moi une lettre officielle de la police demain, ou ne vous donnez pas la peine de revenir. La ligne se coupa. Rivka fixa son téléphone, la colère et la douleur se disputant dans sa poitrine. Cet homme, marmonna Moshe, ayant entendu assez de la conversation. Il pourrait embaucher plus de personnel, mais il vous garde, toi et Sarah, à travailler comme des esclaves. Il paie les heures supplémentaires, dit faiblement Rivka. Nous avons besoin de l'argent. Pas au prix de ta dignité. L'arrêt du poste de police approchait. Rivka tendit la main pour appuyer sur le bouton de demande d'arrêt, le ding électronique résonnant dans le bus vide. Donald les regarda dans le rétroviseur alors qu'ils s'arrêtaient au bord du trottoir. « Vous n'allez pas au travail aujourd'hui ?» demanda-t-il, tandis qu'ils rassemblèrent leurs affaires. « La police a trouvé quelque chose au lac Tamzen », expliqua brièvement Moshe. Le visage de Donald changea, l'inquiétude remplaçant son comportement jovial habituel. « Le lac Tamzen, c'est mon dernier arrêt sur cette ligne. Elle va jusqu'à Oakland et la région de Ramapo. 45 minutes de bus au moins. »« Nous aurons un transport de police, » assura Rivka. « Ce sera plus rapide. »« Bien sûr. J'espère que ce sont de bonnes nouvelles. » Les mains de Donald se serrèrent sur le volant.
Ces garçons étaient de bons enfants. Ils avaient toujours leur argent pour le bus prêt. Merci, Don, dit Rivka, parvenant à esquisser un petit sourire. Nous apprécions cela. Ils descendirent du bus dans la matinée qui s'éclaircissait. Le poste de police se dressait devant eux, sa façade en briques à la fois rassurante et menaçante. Une voiture de patrouille attendait déjà dans le parking des visiteurs, moteur en marche. 2 officiers sortirent à leur approche. « Monsieur et Madame Steinman, le détective Keller nous a envoyés. Nous vous conduirons sur le site. » Ils quittèrent dans la station et la voiture de patrouille dévora les kilomètres entre Teaneck et le lac Thamsen, ses sirènes silencieuses mais sa vitesse urgente. Moshe tint la main de Rivka tout le trajet, aucun ne parlant, tous deux perdus dans les souvenirs de 2 garçons disparus un vendredi matin, 11 ans auparavant, ne laissant derrière eux que des questions et un cœur brisé. La voiture de patrouille franchit la dernière colline avant le lac Thamsen, et Rivka retint son souffle devant la scène en contrebas. Ce qui aurait dû être une matinée tranquille au lac isolé s'était transformé en une ruche d'activité. Des voitures de police bordèrent la route d'accès, leurs lumières rouges et bleues dessinant des motifs à la surface de l'eau. Des véhicules des autorités régionales étaient bon garés de manière désordonnée sur l'herbe, et des travailleurs en gilets réfléchissants se déplaçaient avec détermination autour du rivage. La matinée d'octobre s'était considérablement éclaircie, révélant toute l'ampleur de l'opération. « Sacrée opération », commenta l'officier qui conduisait, naviguant prudemment parmi les véhicules rassemblés. Le détective Brennan se tenait près du bord de l'eau, sa grande silhouette facile à repérer dans la foule. Il était plus jeune que le détective Keller, peut-être au début de la quarantaine, avec une concentration intense suggérant qu'il prenait chaque affaire personnellement. Il leva les yeux lorsque leur voiture de patrouille approcha, levant une main en signe de reconnaissance. « Monsieur et Madame Steinman », les salua le détective Brennan alors qu'ils sortirent du véhicule. Sa poignée de main était ferme mais douce, comme s'il comprenait qu'il pourrait en se briser à tout moment. « Merci d'être venu si rapidement. Je sais que cela doit être difficile. »« Où est le détective Keller ?» demanda Moshe, regardant autour de lui. « Il coordonne depuis le poste. Je suis l'enquêteur principal sur place. Veuillez me suivre. » Il les guida vers le lac, passant devant des techniciens médico-légaux en combinaison blanche qui travaillaient avec une précision méthodique. Des marqueurs de preuves jaunes parsemaient le sol comme des fleurs artificielles. Le soleil matinal projetait de longues ombres sur la Seine, et l'air sentait l'eau du lac et la terre remuer. « Ici, » dit le détective Brennan, s'arrêtant à une zone délimitée où plusieurs sacs à preuves reposaient sur des bâches imperméables. Les genoux de Rivka faillirent me céder. Même à travers les sacs en plastique, elle pouvait les voir. 2 petits sacs à dos jaunes, les mêmes qu'elle avait achetés au grand magasin Weinstein pour la rentrée scolaire de 1996. À côté d'eux, dans des sacs séparés, se trouvaient 2 kippas bleu marine avec des bordures argentées. Et puis, de façon incongrue, une grande boîte métallique marquée de textes allemands et d'une statue d'aigle tenant une croix gammée dans ses serres. « Voici Reuben Michaels », dit le détective Brennan, présentant un homme en combinaison de plongée qui se tenait à proximité. C'est lui qui a fait la découverte. Reuben s'avança, l'eau goûtant encore de son équipement. Il avait peut-être 35 ans, avec la carrure solide de quelqu'un qui travaillait sous l'eau pour gagner sa vie. Son expression était sobre lorsqu'il leur serra la main. « Je suis désolé pour votre perte », dit-il doucement. « Mon équipe et moi posions des câbles à fibre optique pour le nouveau réseau de télécommunications, une partie de la mise à niveau des infrastructures du comté. Nous travaillions à environ 12 mètres de profondeur quand l'équipement de mon partenaire s'est accroché à quelque chose. » Il fit une pause, passant une main dans ses cheveux mouillés. Au début,
Nous pensions qu'il s'agissait simplement de débris. Le lac est plein de vieilles saletés. Mais quand nous avons dégagé la vase, nous avons vu la boîte médicale. Un Sanitätskasten, une boîte de fournitures médicales militaires allemandes de la Seconde Guerre mondiale. La statue d'aigle était coincée à côté. Quand nous avons ouvert la boîte et vu les sacs à dos, la voix de Ruben s'éteignit. Nous avons immédiatement fait surface et appelé le 911. Le détective Brennan prit la parole. Quand je suis arrivé et que j'ai vu les kippas avec les sacs à dos, j'ai immédiatement fait le lien avec l'affaire de vos fils. 11 ans, c'est long, mais certaines affaires, on ne les oublie pas. Un technicien médico-légal s'approcha avec une boîte de gants en latex. « Nous avons besoin que vous examiniez les objets », expliqua le détective Brennan. L'ADN et les empreintes digitales sont peu probables après si longtemps sous l'eau, mais vous pourriez reconnaître quelque chose de personnel. Êtes-vous prêt? Rivka regarda Moshe. Sa mâchoire était serrée, ses mains d'ouvrier crispées à ses côtés. Elle prit sa main et acquiesça. Ils enfilèrent les gants. Le technicien ouvrit soigneusement les sacs à preuve, disposant le contenu sur une feuille propre. Les sacs à dos étaient lestés de pierre, mais le tissu jaune était encore visible sous les taches du lac. Les fermetures éclairs étaient là corrodées, mais intactes. Rivka prit la première kippa. Elle la retourna, et c'était là. Eliav Steinman, écrit de sa propre écriture, soigné au marqueur permanent sur la bande intérieure. Sa vision se brouilla de larmes. « C'est mon écriture, » murmura-t-elle. « J'ai marqué tous leurs vêtements pour l'école. » La deuxième kippa portait le nom d'Avi dans la même écriture soignée. Les sacs à dos, une fois soigneusement ouverts, révélaient les mêmes marquages, les noms écrits sur le tissu intérieur, là où elle les avait toujours placés, pour éviter qu'ils ne se mélangent avec les affaires des autres enfants à l'école. « Ce sont les affaires de nos fils », confirma Moshe, la voix épaissie par l'émotion. Aucun doute. La maîtrise de Rivka s'effondra finalement. Les sanglots jaillirent de quelque part au fond d'elle. 11 ans de chagrin comprimé, éclatant d'un coup. Moshe la tira contre sa poitrine, ses propres larmes tombant silencieusement dans ses cheveux. Autour d'eux, les enquêteurs reculèrent respectueusement, leur laissant l'espace pour pleurer. Après plusieurs minutes, le détective Brennan s'approcha doucement avec des mouchoirs et des bouteilles d'eau. « Prenez tout le temps dont vous avez besoin, » dit-il doucement. Quand Rivka se fut suffisamment ressaisie pour continuer, le détective Brennan produisit plusieurs formulaires. « J'ai besoin que vous signiez ceci, confirmant l'identification. Et je dois vous informer que, sur la base de ces preuves, nous rouvrons l'affaire avec une nouvelle classification. Ce n'est plus seulement une affaire de personnes disparues. »« Que voulez-vous dire ?» demanda Moshe. « La présence d'objets nazis avec les affaires de vos fils, le lestage délibéré des sacs, l'emplacement isolé, cela suggère un crime haineux. Quelqu'un a ciblé vos garçons spécifiquement. » Les mots pesaient lourd dans l'air matinal. Un crime haineux. Leurs beaux garçons, ciblés pour rien d'autre que leur foi. Connaissez-vous quelqu'un qui aurait pu nourrir de tels sentiments? Demanda doucement le détective Brennan. Quelqu'un qui aurait exprimé des opinions antisémites ou fait des menaces? Moshe secoua lentement la tête. Nous sommes juifs en Amérique. Il y a toujours un certain malaise chez certaines personnes, mais rien de spécifique. Pas de menaces. Nous vivions tranquillement. Nous gardions surtout pour nous-mêmes. Les garçons allaient à l'école juive. Nous fréquentions la synagogue. Nos voisins à Teaneck ont toujours été cordiaux. Les enfants n'ont jamais mentionné que quelqu'un les dérangeait. Pas d'incident à l'école ou... Détective Brennan. Ils se tournèrent à tête au cri. Le cœur de Rivka s'arrêta presque. Marchant vers eux à travers l'herbe,
se trouvait Donald Harwick, toujours dans son uniforme de chauffeur de bus. Il était légèrement essoufflé, comme s'il s'était dépêché depuis la zone de stationnement. « Monsieur, c'est une zone restreinte », l'intercepta immédiatement un officier. « C'est une scène de crime active. »« C'est bon, » dit rapidement Moshe. « Nous le connaissons. C'est Donald, notre chauffeur de bus. » Le visage de Donald était plissé d'inquiétude lorsqu'il s'approcha. « Je suis désolé de m'imposer. J'ai vu toute l'agitation quand j'ai atteint mon demi-tour au belvédère. C'est le dernier arrêt de ma ligne, voyez-vous. La 57A se termine au belvédère du lac Thamsen. » Le détective Brennan étudia Donald attentivement. « Vous êtes Donald Harwick? Vous conduisiez le bus des garçons Steinman? »« Oui, monsieur. J'ai longuement parlé avec le détective Keller en 1996. » La voix de Donald était stable, mais triste. « J'étais la dernière personne à voir ces garçons avant leur disparition. Cela m'a hanté toutes ces années. Et c'est ce qui vous amène ici maintenant, monsieur Harwick? » Le ton du détective Brennan était professionnel, mais prudent. « Comme je l'ai dit, c'est le terminus de ma ligne. Je prends habituellement ma pause au belvédère. Je fume une cigarette. Je me dégourdis les jambes. Je conduis sur cette ligne depuis 15 ans, m'arrêtant ici chaque jour. Quand j'ai vu tous les véhicules de police, » il fit un geste impuissant. « Je devais savoir si c'était lié au garçon. »« Où avez-vous garé? » demanda le détective. « En haut, au rond-point, près du belvédère, le même endroit où je me gare toujours. » Les yeux de Donald se posèrent sur Rivka et Moshe. « Je suis vraiment désolé. Ces garçons étaient de bons enfants, toujours polis. En 11 ans de questionnement, je n'ai jamais imaginé qu'ils pourraient être ici, juste là où je m'arrête chaque jour. » Le détective Brennan prit des notes. « Monsieur Harwick, puisque vous êtes là, accepteriez-vous de répondre à quelques questions? » « Bien sûr. Vous pouvez jeter un œil à ce que nous avons trouvé, si monsieur et madame Steinman n'y voient même pas d'inconvénient. » Rivka et Moshe acquiescèrent. Donald s'approcha lentement des preuves, son visage pâlissant en prenant connaissance de la scène. Ses yeux s'attardèrent sur les objets nazis. « Mon Dieu !» souffla-t-il. Puis, de façon inattendue, il se pencha plus près du Sanitetskasten et de la statue d'aigle. « Ça semble authentique. »« Qu'est-ce qui vous fait dire cela? » demanda vivement le détective Brennan. Donald se redressa, l'air légèrement embarrassé. « Je lis beaucoup d'histoires pendant mon temps libre. L'histoire juive, en fait, et par extension, l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. C'est un intérêt personnel. Je suis sûr que la police a ça dans les dossiers quand ils ont vérifié ma maison il y a 11 ans. Ces objets, les motifs d'usure, les marques du fabricant, ils ressemblent à des pièces d'époque authentiques, pas à des reproductions. »« Vous étudiez l'histoire juive? » demanda Rivka, surprise malgré son chagrin. « Entre autres choses. L'histoire nous aide à comprendre le présent, ne pensez-vous pas? » L'expression de Donald était sincère. « Mais je ne suis pas un expert, juste un amateur enthousiaste. » Le détective Brennan prit davantage de notes. « Nous ferons authentifier ces objets par nos experts. Nous vérifions également nos bases de données pour toute activité néo-nazie dans la région, tout collectionneur de ce type d'objets. »« Envoyez-vous des plongeurs à nouveau? » demanda Donald. « Oui, c'est un grand lac. Nous menons une recherche approfondie pour... » Le détective fit une pause, jetant un regard à Rivka et Moshe. « Des preuves supplémentaires. » Ils comprirent ce qu'il voulait dire. « D'accord, je devrais y aller, » dit doucement Donald. « Vous laissez faire votre travail. Rivka, Moshe, je retourne en ville maintenant si vous avez besoin d'un transport. Je sais que la police vous a amené, mais si vous préférez... » « C'est gentil de votre part, » intervint le détective Brennan.
mais nous pouvons fournir le transport. Moshe regarda sa montre. Ce serait bien si je pouvais encore aller au travail, dit-il soudainement. Mais je comprends totalement s'il y a encore des procédures que nous devons terminer au poste, détective. Moshe, protesta Rivka, mais il secoua la tête. Je sais, mais nous avons besoin de l'argent, surtout maintenant. Détective, vous appellerez s'il y a des nouvelles. Bien sûr. Pour l'instant, vous pouvez reprendre vos activités. Nous fournirons une mise à jour sous peu. Je devrais aller travailler aussi, dit Rivka, bien que sa voix manquât de conviction. Moshe étudia son visage. Tu es pâle comme un linge, et ton patron était déjà en colère ce matin. Rentre à la maison et repose-toi. Il a exigé une lettre de police, se souvint Rivka. Une preuve que c'était réel. L'expression du détective Brennan se durcit légèrement. Je peux vous la fournir tout de suite. Il sortit un papier à en-tête officielle de son dossier et commença à écrire. Après un moment, il signa et l'estampilla d'un sceau officiel. Cela devrait satisfaire n'importe quel employeur. Nous prendrons le bus, décida Rivka. Je t'accompagnerai au moins jusqu'à ton arrêt. Ils firent leurs adieux au détective Brennan. Donald les conduisit en haut de la pente, jusqu'à l'endroit où le bus 57A attendait au rond-point du belvédère. Son moteur diesel tournant au ralenti. En montant à bord, Rivka jeta un dernier regard au lac. Quelque part dans ces eaux sombres, l'histoire de leur garçon avait été cachée pendant 11 ans. Le bus s'éloigna du lac Tamzen, son moteur changeant de vitesse, tandis que Donald naviguait sur la route sinueuse de retour vers la ville. Rivka et Moshe s'assirent à leur place habituelle, mais rien dans cette matinée n'était habituel. Le poids de ce qu'ils avaient pesait sur eux comme une chose physique. 11 ans, dit doucement Moshe, fixant ses mains rugueuses par le travail. 11 ans sans savoir. Rivka acquiesça, incapable de parler, l'image des petits sacs à dos jaunes, lestés de pierre, clignotant derrière ses paupières. Quelqu'un avait voulu que leur garçon disparaisse à jamais sous les eaux sombres du lac Tamzen. « Te souviens-tu de ce matin-là » demanda-t-elle, bien que, bien sûr, il s'en souvenait. Il l'avait revécu des milliers de fois. Le 13 septembre 1996, vendredi matin, ils sont partis à 7h15 pour prendre le bus. La voix de Moshe était mécanique, récitant des faits usés par la répétition. Eliav devait répéter sa portion de la Torah. Avi était excité par le projet artistique qu'il faisait pour Purim. Depuis le siège du conducteur, Donald les regarda dans le rétroviseur. J'ai repassé ce matin tant de fois. Ils étaient à leur arrêt habituel. Je les ai conduits à l'école. Ils sont descendus du bus après tous les autres élèves, comme d'habitude. Tu as dit à la police que tu ne les avais pas vus entrer dans le bâtiment de l'école, dit Rivka, sans accusation, juste en énonçant un fait. C'est exact. J'avais 17 autres enfants dans le bus ce matin-là. Les jumeaux Rosen, les garçons Goldberg, la petite Sarah Weiss. Normalement, un enseignant serait là pour les accueillir dehors, mais ce jour-là, personne n'était là. Les mains de Donald se serrèrent sur le volant. L'école n'a appelé qu'après 9h, continua Moshe, reprenant la litanie familière. À ce moment-là, 2 heures s'étaient écoulées. La police pensait qu'ils s'étaient intégrés, ajouta Rivka. 2 garçons décidant de sécher l'école, d'avoir une aventure. Mais où? Chaque commerçant de Cedar Avenue les connaissait. Quelqu'un les aurait vus à la salle d'arcade ou à la librairie de bande dessinée. La police a interrogé tout le monde, dit Donald. Je leur ai donné ma liste complète de passagers, tout mon itinéraire. Ils ont parlé à chaque famille, à chaque enfant qui prenait mon bus. Le bus grondait à travers Hackensack, passant devant des maisons de banlieue où des familles normales vivaient des vies normales.
Rivka les enviait avec une férocité qui la surprenait. Le rabbin Goldstein, les directeurs de 3 écoles différentes, même les brigadiers scolaires, énuméra Moshe. Personne ne les a vus. Ils tombèrent dans le silence. Le bus atteignit d'abord l'arrêt du chantier de construction de Moshe. Il embrassa le front de Rivka et lui serra l'épaule. « Appelle-moi si tu entends quelque chose, » dit-il, et rentre à la maison. « Repose-toi. »« Je le ferai, » mentit-elle. Moshe descendit du bus, son sac repas et son casque à la main. Rivka le regarda marcher vers le chantier, ses épaules courbées mais déterminées. Ils avaient besoin de son salaire, surtout maintenant que l'affaire était rouverte. Détective privé, avocat peut-être, tout cela coûtait de l'argent. Le bus poursuivit sa route. Rivka se déplaça vers un siège plus proche de l'avant, ayant besoin de la distraction de regarder les rues familières défiler. Lorsqu'ils atteignirent un cessoir, vers son arrêt, elle se leva sur des jambes instables. « Merci, Don, » dit-elle, « pour tout, pour t'être soucié d'eux. »« C'était de bons garçons, » répondit simplement Donald. « J'espère que cela mènera à des réponses. » Rivka parcourut les 3 pâtés de maison jusqu'à chez elle, l'air d'octobre vif dans ses poumons. La maison semblait oppressante de silence quand elle entra. Elle posa son sac à main, plaça la lettre de police sur le comptoir de la cuisine et resta debout dans le silence. Elle devrait se reposer, elle devrait prier. Au lieu de cela, elle se retrouva dans le petit bureau, allumant leur vieil ordinateur. Alors qu'il prenait vie en gémissant, elle pensa aux objets nazis trouvés avec les affaires de ses fils. Qui, à Teaneck, posséderait de telles choses? Qui abriterait une telle haine? Le navigateur Internet Explorer se chargea lentement. Elle tapa « Groupe néo-nazi, New Jersey 2007 ». Des articles apparurent à l'écran et elle les parcourut, lisant des informations sur de petits groupes persistants et éparpillés dans tout l'État. Puis, dans un article sur la croissance des mouvements extrémistes dans le New Jersey après la Seconde Guerre mondiale, un visage familier attira son attention. Maurice, ou plutôt Maura Goldfarb, apparemment devenu journaliste d'investigation. La photo la montrait donnant une conférence au campus de Teaneck de l'université Fairleigh Dickinson l'année précédente. La légende l'identifiait comme une experte des mouvements extrémistes dans la région des 3 États. Les mains de Rivka tremblaient alors qu'elle se connectait à Facebook. Elle trouva facilement le profil de Maura et tapa un message. Maura, c'est Rivka Steinman, ancienne de l'université. J'ai besoin de te parler urgemment de quelque chose. S'il te plaît, appelle-moi. Elle inclut son numéro de téléphone et envoya. Le statut de Maura indiquait qu'elle était hors ligne. Rivka essaya de s'allonger, mais le repos ne venait pas. La maison semblait un tombeau. Après 20 minutes à fixer le plafond, elle prit une décision. Elle saisit ses clés de voiture et la lettre de police. Si elle devait être misérable, autant être misérable et productive. La Toyota Camry de 1999 démarra au 2e essai. Rivka conduisait rarement. L'essence était chère et le bus était fiable. Mais aujourd'hui, elle avait besoin de contrôle, de la possibilité de partir quand elle le voulait. Le trajet familier jusqu'à la boulangerie Kasher Goldberg ne prit que 10 minutes sans circulation. Elle se gara dans le petit parking derrière la boulangerie. Par la porte arrière, elle pouvait voir Rohan Meira dans son petit bureau et Rafi tenant seul le comptoir. La cuisine serait un chaos sans elle. La cloche tinta quand elle entra. La tête de Rohan se redressa brusquement, son visage passant de la surprise à la suspicion. « Alors, tu mentais ?» l'accusa-t-il, sortant de son bureau. « Urgence avec la police, dis-tu? Mais te voilà. »« Je ne mentais pas, » dit Rivka, tendant la lettre de police. « Voici ta preuve. » Rohan saisit la lettre, la parcourant rapidement.
Son expression ne s'adoucit pas. Derrière le comptoir, Rafi s'occupait d'arranger des pâtisseries, clairement mal à l'aise face à la confrontation. « Qu'ont-ils trouvé ?» demanda Rohan, sans aucune sympathie dans la voix. Rivka hésita. Partager sa douleur avec cet homme semblait inapproprié. Mais elle répondit quand même. Une boîte médicale nazie, un Sanitätskasten, avec les sacs à dos et les kippas de mes fils à l'intérieur, et une statue d'aigle nazi avec une croix gammée. Rohan jura à voix basse, mais son visage resta froid. Pas de condoléances, pas de gentillesse. Bien, j'accepterai ton excuse pour être en retard. Si tu veux travailler, change-toi. Nous sommes en retard sur les commandes. Le congédiement la piqua. Rivka se dirigea vers le vestiaire, enfilant son uniforme de boulangère et son tablier avec des mouvements mécaniques. Elle attacha ses cheveux fermement, les couvrit avec le filet à cheveux requis et entra dans la cuisine. Sarah, sa collègue, leva les yeux d'une fournée de pâte à challah, le soulagement et l'épuisement inscrits sur son visage. « Oh Dieu merci, tu es là. » Sarah essuya ses mains couvertes de farine sur son tablier, son visage rougi par la chaleur des fours. « Je cours entre le mélangeur et les fours depuis 5 heures ce matin. Nous sommes tellement en retard sur les commandes. »« Je suis désolée, Sarah, » dit Rivka, serrant les cordons de son tablier plus fort, évaluant déjà le chaos de la cuisine. Des bols à mélanger étaient empilés de manière désordonnée, et l'odeur du pain en train de cuire ne masquait pas tout à fait une note légèrement désagréable. « Je t'expliquerai tout plus tard, mais pour l'instant, que veux-tu que je fasse? » Les challah d'abord. Nous avons des commandes pour 20 mishloach manot pour Shabbat. Et puis des hamantachen. Madame Rosenberg en a commandé 4 douzaines pour l'anniversaire de son petit-fils. Sarah fit un geste vers les grilles de refroidissement. J'ai fait de mon mieux, mais... Rivka s'approcha pour inspecter le travail du matin. Les challah semblaient acceptables de loin. Mais en prenant une, ses mains expérimentées détectèrent immédiatement le problème. La texture était incorrecte, plus dense qu'elle ne devrait l'être, manquant la légèreté moelleuse que leur client attendait. Elle rompit un morceau de hamantache et le goûta. La saveur était là, mais encore une fois, la texture était incorrecte. Ce n'étaient pas les biscuits fondants qui avaient rendu la boulangerie Kasher Goldberg célèbre dans la communauté orthodoxe. « Sarah, » dit-elle avec précaution, ne voulant pas blesser les sentiments de son amie, « quelle farine as-tu utilisée? » Les épaules de Sarah s'affaissèrent. « Je sais qu'ils ne sont pas corrects. Nous sommes presque à court de farine à haute teneur en gluten. J'ai dû la mélanger avec de la farine tout usage pour faire durer ce que nous avons. » Pourquoi n'as-tu pas dit à Rohan que nous avions besoin de fournitures? Je l'ai fait. La frustration de Sarah éclata. Je le lui dis depuis 2 semaines. Il continue à dire que la commande arrive, mais elle n'arrive jamais. Finalement, hier, il m'a dit de simplement mélanger les farines et de me débrouiller. Rivka sentit sa mâchoire se crisper. Il t'a dit de compromettre la qualité? Regarde-le. Sarah baissa la voix, jetant un coup d'œil vers le bureau. Il vient d'Inde, sans offense pour son pays d'origine. Mais il ne comprend pas ce que ces produits signifiaient pour notre communauté. Il se cache dans ce bureau toute la journée, nous laisse, toi et moi, être le visage du magasin, nous dit de cuire à la manière juive, comme si c'était juste suivre une recette. Il ne comprend pas que la cacheroute, ce n'est pas seulement une question d'ingrédients, c'est une question d'intégrité. Rivka posa le hamantache de qualité inférieure. Je vais lui parler. Bonne chance. Il est au téléphone toute la matinée. Il a l'air bouleversé par quelque chose. Rivka traversa l'étroit couloir jusqu'au bureau de Rohan. À travers la porte mince, elle pouvait entendre sa voix parler rapidement. Elle frappa. Pas de réponse.
Elle leva la main pour frapper à nouveau, quand sa voix s'éleva brusquement. Besoin de nettoyer immédiatement. Les autorités, non. Il n'y a pas de temps pour... Un autre coup, plus ferme cette fois. Quoi? La réponse fut tranchante, agacée. Rivka ouvrit la porte pour trouver Rohan déjà debout, fourrant des papiers dans un sac en cuir. Son comportement habituellement composé était effiloché, la sueur perlant sur son front malgré la fraîcheur matinale d'octobre. « Monsieur Meira, nous avons un problème dans la cuisine. Nous manquons de farine adéquate. Les produits ne répondent pas à nos normes de qualité. »« Débrouillez-vous, dit-il, sans même la regarder, continuant à remplir son sac avec des mains tremblantes. Tu sais quoi faire. Nos clients le remarqueront. Madame Rosenberg vient ici depuis 30 ans. Elle saura immédiatement si les Hamantaschen ne sont pas... J'ai dit débrouillez-vous. Il la dépassa, se dirigeant vers la porte arrière. J'ai des affaires urgentes à régler. Rivka le suivit dans le parking, la frustration surmontant sa déférence habituelle. Si j'achète les fournitures Tamedlenul moi-même, me rembourserez-vous? Vous ne m'avez toujours pas remboursé pour la dernière fois. Rohan se retourna, le visage rougi de colère. Tu auras ton argent avec ta prochaine paie. Pourquoi dois-tu toujours? Les clés de la voiture glissèrent de ses mains agitées, cliquetant sur l'asphalte. Il se pencha rapidement pour les récupérer et sa chemise remonta sur son côté gauche. Le sang de Rivka se glaça. Là, juste au-dessus de sa ceinture, était le bord sombre d'un tatouage. Les lignes angulaires étaient reconnaissables, même dans cet aperçu bref. Une croix gammée. « Attends, dit-elle, sa voix à peine un murmure. « Quoi encore ?» Il se redressa, clé en main. « Ce tatouage, c'est une croix gammée. » Le visage de Rohan passa par plusieurs expressions. Surprise, colère et finalement un dédain froid. Il tira sa chemise vers le bas. « Ce n'est pas une croix gammée nazie, comme vous le supposez toujours, vous les gens. C'est une swastika hindoue, un symbole sacré qui existe depuis des milliers d'années avant que les nazis ne le corrompent. Vous avez beaucoup à apprendre sur l'histoire et la religion, au-delà de votre vision étroite du monde, Madame Steinmann. Peut-être devriez-vous vous instruire aussi minutieusement que vous vous obstinez sur vos précieuses pâtisseries. » Sa voix suintait le mépris. La swastika signifie bonne fortune dans ma culture. Mais bien sûr, tout doit être à propos de la souffrance de votre peuple, n'est-ce pas? Avant que Rivka ne puisse répondre, il monta dans sa voiture et sortit du parking en trombe, la laissant seule dans l'air frais du matin. Elle retourna dans la boulangerie d'un pas mal assuré. Rafi leva les yeux de la caisse, son jeune visage curieux, mais il resta silencieux. Il avait appris à ne pas s'impliquer dans les drames entre le patron et les boulangères. De retour dans la cuisine, Sarah mesurait ce qui restait de leur bonne farine. « Ne commence pas une autre fournée, » dit Rivka, détachant déjà son tablier. « Je vais chercher des fournitures. »« Je peux te donner de l'argent ?» offrit Sarah. « J'ai encore de l'argent liquide, de ce que les clients m'ont payé directement hier. Tu ne devrais pas avoir à continuer à couvrir sa mauvaise gestion. »« C'est bon, je réglerai ça avec lui plus tard. » Rivka se dirigea vers le vestiaire, enfilant ses vêtements de ville. L'image de ce tatouage brûlait dans sa mémoire. « Swastika hindoue ou croix gammée nazie? Tu veux que j'envoie Rafi avec toi? » demanda Sarah. « Les sacs de farine sont lourds. »« Je me débrouillerai, » répondit Rivka. Elle avait besoin de réfléchir, et elle ne pouvait pas le faire avec le bavardage de Rafi. 10 minutes plus tard, elle était de retour dans sa Camry, se dirigeant vers le magasin de fournitures de boulangerie à la périphérie de la ville. Ses mains serraient fermement le volant, alors qu'elle essayait de traiter les révélations matinales. Des artefacts nazis au lac. Le tatouage de Rohan et son appel téléphonique frénétique. Était-elle paranoïaque, voyant des connexions là où il n'y en avait pas, ou quelque chose de plus sombre,
se préparait-il dans son coin tranquille du New Jersey. Le trajet vers Myers Baking Supply aurait dû être routinier. Le magasin de fournitures de boulangerie était situé à côté de Teaneck Hardware, l'un des derniers arrêts avant que la ville ne cède la place aux zones moins développées, menant vers les montagnes Ramapo. Rivka avait fait ce voyage des dizaines de fois au fil des ans, généralement en maugréant contre la mauvaise gestion des stocks de Rohan. Mais en passant devant le dépôt de bus NJ Transit sur la route 4, un mouvement dans sa vision périphérique lui fit jeter un coup d'œil à droite. Une silhouette familière montait dans une berline grise. Rohan, sa chemise bleue distinctive et ses mouvements précipités, reconnaissables même à distance. Le conducteur ressemblait à Donald Harwick, les mêmes cheveux sable, les mêmes épaules larges, mais ce ne pouvait pas être vrai. Le service de Donald durait jusqu'au soir. Elle faillit l'ignorer. Après tout, Teaneck n'était pas si grand. Les gens se connaissaient, se croisaient. Mais quelque chose dans l'urgence de leur mouvement, la façon dont Rohan regardait autour de lui en montant dans la voiture, lui serra l'estomac. Le parking du magasin de fournitures était presque vide quand elle se gara. En coupant le moteur, elle vit la berline grise se garer chez Teaneck Hardware juste à côté. Ses soupçons furent ainsi confirmés quand les deux hommes sortirent. C'était définitivement Donald, toujours dans son uniforme de chauffeur de bus. Probablement rien, se dit-elle. Ils sont dans une quincaillerie. Peut-être que Donald a besoin d'aide pour un projet chez lui. À l'intérieur de Myers, elle se força à se concentrer sur sa tâche. L'odeur familière de farine et de levure aurait dû être réconfortante, mais son esprit continuait à s'égarer vers les deux hommes d'à côté. 15 kilos de votre meilleure farine à haute teneur en gluten, dit-elle à Jacob Matchers, qui tenait la caisse. Encore des problèmes d'approvisionnement chez Goldberg? Demanda Jacob avec sympathie en l'encaissant. On peut dire ça, répondit-elle, lui tendant sa carte de crédit, grimaçant face à la dépense. Une autre charge que Rohan pourrait ou non rembourser. Jacob l'aida à porter le lourd sac jusqu'à sa voiture. En ouvrant le coffre, elle vit Donald et Rohan sortir de la quincaillerie. Donald portait un grand sac de course bleue, le genre robuste du magasin. Rohan avait une boîte sous chaque bras. Ils se déplacèrent rapidement, délibérément. Avant de pouvoir se retenir, Rivka marcha vers eux. Les deux hommes se figèrent quand ils la virent. Donald se reprit en premier, son sourire amical habituel apparaissant, bien qu'il n'atteignît pas tout à fait ses yeux. « Rivka, qu'est-ce qui t'amène par ici? »« Je t'ai dit que nous étions à court de farine, » dit-elle à Rohan, essayant de garder sa voix légère. « Tu as dit de me débrouiller, alors me voici. » Le visage de Rohan s'assombrit. « Cet endroit est trop cher. Tu aurais dû aller chez le fournisseur en gros à Hackensack. C'est à 40 minutes d'ici. »« Allons, Rohan, » interrompit Donald avec douceur. « Rivka a eu une journée difficile, nous tous. » Il déplaça le lourd sac dans son autre main, et Rivka perçut un bruit de métal à l'intérieur, des tuyaux ou des outils. Elle ne pouvait pas dire. « Je ne savais pas que vous vous connaissiez, » dit Rivka regardant entre eux. « Petite ville, » répondit Donald. « Rohan m'aide avec des travaux électriques chez moi. L'homme est un génie avec le câblage. Je pensais que tu travaillais jusqu'au soir. Service court aujourd'hui, seulement 3 heures. Règle syndicale sur les heures supplémentaires. » L'explication de Donald vint facilement, mais quelque chose dans ses yeux semblait réservé. Rivka acquiesça lentement. « Eh bien, je devrais retourner. Sarah est seule à la boulangerie. »« Oui, vas-y, » dit sèchement Rohan. « Et plus de détours, nous avons des commandes à remplir. » Alors qu'elle se tournait pour partir, elle vit Donald charger les fournitures dans son coffre. Le lourd sac bougea,
et son mouvement fit glisser quelque chose de son col. Un collier avec un pendentif. De son angle, elle pouvait le voir clairement. Un aigle, aile déployée, tenant quelque chose dans ses serres. Une médaille de quelque sorte, bien qu'elle ne pût distinguer le symbole. Son souffle se coupa. Cela ressemblait de façon troublante à la statue d'aigle nazi trouvée avec les affaires de ses fils. Donald remarqua qu'elle fixait et rentra rapidement le collier dans sa chemise. Leurs yeux se rencontrèrent un instant, et quelque chose passa entre eux. Pas la chaleur amicale à laquelle elle était habituée, mais quelque chose de plus dur, plus calculateur. « Conduis prudemment, Rivka, » dit-il, fermant son coffre d'un bruit sourd. Elle marmonna un au revoir et retourna à sa voiture d'un pas mal assuré. En s'éloignant, elle continua à regarder dans le rétroviseur, mais la voiture de Donald resta dans le parking. « Tu es paranoïaque, » se dit-elle. « Beaucoup de gens portent des bijoux en forme d'aigle. Ça ne signifie rien. » Mais le malaise dans son ventre ne voulait pas s'apaiser. Dans toutes les années où elle avait connu Donald, elle l'avait rarement vu en dehors de son bus. Il était toujours professionnel, contenu, assis derrière ce grand volant. Le collier, le tatouage de Rohan, les artefacts nazis trouvés avec les affaires de ces garçons. Voyait-elle des schémas là où il n'y en avait pas? Par impulsion, elle s'arrêta chez Quick Copy, une imprimerie à 3 pâtés de maison de la boulangerie. Elle avait besoin de réponses, ou du moins de contexte. « Puis-je utiliser un ordinateur pendant quelques minutes ?» demanda-t-elle au jeune employé. « 5 $ pour 15 minutes, » répondit-il, levant à peine les yeux de son téléphone. Elle paya et s'assit à l'un des vieux PC. D'abord, elle chercha « swastika hindou versus croix gammée nazie ». Les images qui se chargèrent montrèrent des différences claires. La version hindoue avait généralement des points entre les bras, souvent décorés de symboles supplémentaires et était tournée dans la direction opposée. Elle repensa à l'aperçu du tatouage de Rohan. Y avait-il des points? Elle ne s'en souvenait pas clairement. Ensuite, elle se connecta à Facebook. Une notification rouge apparut. Maura avait répondu. « Rivka, oh mon Dieu, je n'arrive pas à croire ce que tu traverses. Oui, nous devons parler. J'enquête sur des groupes néo-nazis dans le nord du New Jersey pour un article. Ils sont plus organisés que les gens ne le pensent et très secrets. Peux-tu m'appeler? » Rivka tapa rapidement. « Maura, t'es pas au travail maintenant. Il faut que j'y retourne rapidement. Mais j'ai trouvé des choses de plus inquiétantes. » Mon patron a un tatouage de swastika, il dit hindou. Le chauffeur de bus porte un collier avec un aigle similaire à l'aigle nazi, trouvé avec les affaires des garçons. Comment peut-on savoir avec certitude si quelqu'un fait partie de ces groupes? Maura répondit presque immédiatement. Ce n'est pas facile, sinon la police les aurait tous trouvés. Mais ils ont généralement la croix gammée nazie, cachée quelque part sur leur corps. Ils collectionnent des souvenirs. Ils se connaissent, s'entraident. Sois prudente, Rivka. Ces gens peuvent être dangereux quand ils sont acculés. Les mains de Rivka tremblaient, alors qu'elle tapa. « Je t'appellerai ce soir, merci. » Elle se déconnecta et paya. En retournant à sa voiture, elle sentit le poids du sac de farine dans son coffre comme une ancre. Une partie d'elle voulait conduire immédiatement au poste de police. Mais que dirait-elle? Que son patron avait un tatouage et que son chauffeur de bus portait un collier avec un aigle. Il penserait qu'elle était une mère endeuillée, voyant des nazis partout. La voiture de Donald avait disparu quand elle repassa devant la quincaillerie. Elle pensa à le suivre, essayant de trouver où ils étaient allés. Mais c'était fou. Que ferait-elle si elle les trouvait? Confrontée à 2 hommes seuls? « Sarah a besoin de moi, » se dit-elle fermement.
La boulangerie a besoin de moi. Je réfléchis trop. Elle retourna chez Goldberg. Rivka porta le sac de farine dans la cuisine de la boulangerie, ses mouvements mécaniques. Sarah leva les yeux de la pâte à challah qu'elle pétrissait, le soulagement évident sur son visage couvert de farine. Dieu merci, nous pouvons recommencer à faire du pain correct. Mais Rivka ne pouvait pas se concentrer. Elle mesura mal les ingrédients 2 fois, ajoutant presque du sel au lieu de sucre à la pâte de Hamantaschen. Ses mains, habituellement si stables et sûres dans cet espace familier, tremblaient alors qu'elle essayait de tresser la challah. L'image du collier à l'aigle de Donald continuait à clignoter dans son esprit. Le calcul froid dans ses yeux. L'appel frénétique de Rohan concernant les autorités. La façon dont il s'était dirigé vers la région montagneuse. « Rivka » dit Sarah, touchant doucement son épaule. « Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne peux pas. » Rivka posa la pâte, ses mains tremblantes. « Je ne peux pas faire ça. Mon esprit... Je continue à penser à ce matin, à ce qu'ils ont trouvé, et puis j'ai vu... » Elle s'interrompit, incertaine de comment expliquer ses soupçons sans paraître paranoïaque. Le visage de Sarah s'adoucit avec compréhension. « Oh, ma chérie, après ce que tu as traversé aujourd'hui, bien sûr que tu ne peux pas te concentrer. Rentre chez toi, repose-toi. Mais les commandes, je m'en occuperai. J'ai de la bonne farine maintenant grâce à toi. Va, prends soin de toi. » Rivka serra son amie avec gratitude, puis sortit par la porte arrière pour éviter toute confrontation potentielle avec Rohan s'il était revenu. Dans sa voiture, elle s'assit un moment, essayant de calmer ses pensées tumultueuses. Finalement, elle appela Moshe. « Rivka, tout va bien. » Sa voix était inquiète. Elle déversa tout, le tatouage, le collier, les voir à la quincaillerie, sa conversation avec Mora. Quand elle eut terminé, Moshe resta silencieux un long moment. « Mon contremaître m'a laissé partir plus tôt, » dit-il finalement. Après que je lui ai parlé de ce matin. « Écoute, pourquoi ne viendrais-tu pas me chercher? Nous retournerons au lac, du côté paisible. Nous ferons un petit pique-nique et nous essaierons de traiter tout cela. Pas près de la scène de crime, mais tu connais cet endroit où nous emmenions les garçons. » La suggestion de retourner au lac Tamzen aurait dû être repoussante, mais d'une certaine façon, cela semblait juste, comme s'il devait en récupérer une petite partie de l'horreur. « D'accord, » accepta-t-elle. « Je serai là dans 10 minutes. » Elle trouva Moshe attendant devant le chantier de construction, son sac repas à la main. Il monta et lui serra la main. « Nous traverserons cela, » dit-il simplement. Le trajet jusqu'au lac Tamzen prit 45 minutes dans la circulation de midi. Ils roulèrent dans un silence confortable, tous deux perdus dans leurs pensées. Lorsqu'ils atteignirent l'aire de stationnement public du lac, Rivka se gara dans un espace surplombant l'eau. Le soleil d'octobre avait percé les nuages du matin, faisant scintiller la surface du lac presque joliment. Ils sortaient à peine de la voiture quand Rivka aperçut une berline grise, familière, passant derrière d'eux sur la route d'accès. À travers la fenêtre, elle vit clairement le profil de Rohan et Donald au volant. « Moshe !» Elle saisit son bras, pointant. « C'est eux, Donald et Rohan. » Moshe fronça les sourcils, regardant la voiture disparaître derrière un virage. « Que font-ils ici? Tu as dit que Donald aidait avec des travaux électriques chez lui? » Donald vit à Bergenfield. Il l'a mentionné une fois quand les garçons parlèrent de leur district de petite ligue. Et Rowan vit à Fairlawn. Alors pourquoi venir jusqu'ici? Il n'y a pas beaucoup de cabanes dans cette région. Trop cher, trop protégé. Peut-être que c'est le projet, travailler sur une cabane. Moshe considéra cela, puis secoua la tête. Découvrons-le.
Si ce n'est rien, pas de mal. Donald a toujours été bon avec nous. Et ton patron, eh bien, il sera en colère. Mais tu as cette lettre de police. Tu as droit à un jour de congé après ce que nous avons traversé. Ils remontèrent dans la voiture et suivirent à distance. Rivka s'attendait à ce que la berline grise se dirige vers l'une des rares zones résidentielles autour du lac. Mais au lieu de cela, elle continua vers la rive moins développée. Puis, à sa surprise, la voiture de Donald tourna sur une route de terre non marquée qui menait dans les bois. « Ce n'est pas une zone résidentielle, » dit Moshe, la voix tendue. « C'est une ancienne route de service. Elle descend jusqu'à l'eau, mais elle est officiellement fermée depuis des années. Que font deux hommes à descendre là-bas? » Ils arrêtèrent leur voiture sur l'accotement de la route principale. « Reste ici, » dit Moshe. « Je vais aller voir. »« Absolument pas. Je ne vais pas rester assise ici toute seule. »« Rivka, si quelque chose ne va pas, alors nous appelons la police, tout de suite. » Elle sortait déjà son téléphone. « Ça semble mal, Moshe. Tout dans cette situation semble mal. » Il hésita, puis acquiesça. « Appelle, mais je vais me rapprocher juste pour voir ce qu'ils font. Je te garderai au téléphone. » Avant qu'elle ne puisse protester davantage, il était sorti de la voiture, se dirigeant vers la lisière des arbres. Les doigts de Rivka tremblaient, alors qu'elle composait le numéro direct du détective Brennan. « Détective Brennan, c'est Rivka Steinman. Mon mari et moi sommes au lac Thompson, sur la rive. Nous avons vu mon patron et Donald, le chauffeur de bus, descendre une route de service fermée. Quelque chose ne va pas. Que font-ils là-bas? Nous ne savons pas. Mon mari est... » Son téléphone bipa avec un appel entrant. « Détective, c'est mon mari qui appelle. Puis-je vous mettre en attente? » « Oui, gardez la ligne ouverte. » Elle bascula sur l'appel. « Moshe. » Sa voix était basse et essoufflée, comme s'il avait bougé rapidement à travers les bois. Le sentier descend vers l'eau. Leur voiture égarée au bout. Rivka, ils déchargent quelque chose du coffre. C'est un tonneau, d'aspect industriel, métallique. Un tonneau? Ils le portent tous les deux. Il doit être lourd. Ils ont du mal. Ils se dirigent vers le rivage, où il y a un vieux bateau amarré. Une pause, puis sa respiration s'accéléra. Rivka, oh mon Dieu, quoi? J'ai entendu quelque chose de l'intérieur du tonneau, comme des grattements ou des coups. Il y a quelqu'un là-dedans. Le sang de Rivka se glaça. Elle revint au détective Brennan, sa voix aiguë de panique. « Détective, ils ont un tonneau, et mon mari dit qu'il y a quelqu'un à l'intérieur. Ils le mettent dans un bateau. Nous envoyons des unités immédiatement. Hélicoptères, plongeurs, tout. Dites à votre mari de rester caché et de ne pas intervenir. Nous serons là aussi vite que possible. » Est-ce que cela pourrait-ce être l'un de mes garçons? Nous ne savons pas, Madame Steinman, mais nous allons le découvrir. Gardez les deux lignes ouvertes. Rivka serrait le téléphone, divisant son attention entre les mises à jour murmurées de Moshe et les assurances du détective. L'aide arrivait. Mais serait-ce à temps? Dans les 15 minutes suivantes, le bourdonnement lointain des rotors d'hélicoptères devint plus fort à chaque seconde. Rivka se tenait immobile à côté de la voiture, le téléphone pressé contre son oreille, alternant entre les chuchotements de Moshe et la cavalerie qui approchait. « Ils l'entendent, » dit Moshe, la voix tendue. « Ils paniquent. Donald essaie de démarrer le moteur du bateau. Non, attends, ils s'arrêtent. Ils attachent banc des poids au tonneau. Ils vont le couler. » L'hélicoptère surgit au-dessus de la ligne des arbres, le souffle d'air faisant tourbillonner les cheveux de Rivka sur son visage. En bas, elle pouvait voir le bateau tanguer violemment dans le souffle du rotor. Les sirènes de police hurlaient derrière elle,
et la voiture banalisée du détective Brennan s'arrêta en dérapant à côté de la sienne. « Je dois terminer l'appel », dit-elle rapidement à Moshe. La police était là. Le détective Brennan sortit, le visage grave. « Madame Steinman, ça ne peut pas être bon », dit-elle, la voix tremblante. Personne ne jette quelque chose dans le lac, dans une section isolée, à moins d'essayer de cacher quelque chose de terrible. L'expression du détective s'adoucit légèrement. « Cela pourrait être votre fils, oui. Nous devons nous préparer à cette possibilité. » Il lui tendit des jumelles. À travers les lentilles grossissantes, elle observa une scène qui semblait tirée d'un film d'action. Le tonneau était déjà partiellement immergé. Donald et Rohan essayant frénétiquement de le pousser plus profondément. Puis, comme dans une opération militaire, des officiers commencèrent à descendre en rappel de l'hélicoptère directement sur le petit bateau. Le bateau tangua dangereusement. Elle ne pouvait rien entendre à cause du rugissement de l'hélicoptère, mais elle voyait Donald lever les mains en signe de reddition, tandis que Rohan semblait crier, gesticulant sauvagement. Les officiers bougeaient avec une efficacité expérimentée, maîtrisant les deux hommes, même si le bateau menaçait de chavirer. « Ce qui me frappe, » dit-elle doucement, « c'est à quel point Donald semble différent. Toutes ces années, il était si gentil, si doux avec les enfants. » Le détective reprit les jumelles. « Les gens peuvent cacher leur vraie nature pendant très longtemps, Madame Steinman. » Plus de bateaux convergèrent sur la Seine, des bateaux de police stationnés autour du lac. Elle regarda des plongeurs plonger dans l'eau où le tonneau avait coulé. De longues minutes passèrent, puis, enfin, un plongeur fit surface, levant le pouce en l'air. « Ils l'ont, » dit le détective Brennan. « Ils le remontent. » Un bruit d'éclaboussure dans la végétation proche la fit sursauter. Mais ce n'était que Moshe, émergeant de sa cachette. Son visage était rougi par l'effort et la rage. « S'il y a un enfant dans ce tonneau, je jure que je vais... » Il ne put finir la phrase, ses mains se serrant et se desserrant à ses côtés. « Allons-y, » dit calmement le détective Brennan. « C'est là qu'ils amèneront tout le monde. » Ils suivirent direct la voiture du détective autour du lac jusqu'au quai public sur la rive ouest. Au moment où ils arrivaient, une foule de véhicules d'urgence s'était assemblée. Ils regardèrent un bateau de police approcher, Donald et Rohan visibles, menottés, encadrés par des officiers. Alors que le bateau accostait, Rivka s'avança. « Que faisiez-vous » demanda-t-elle, regardant entre les deux hommes. « À quoi pensiez-vous » Le visage de Donald était un masque d'indifférence froide, si différent du chauffeur de bus chaleureux qu'elle avait connu pendant plus d'une décennie. Il ne dit rien, regardant droit devant lui. Mais Rohan cracha sur le quai en bois, ses yeux flamboyants de haine. « Ce n'est pas fini, » siffla-t-il vers elle. « Tu crois avoir gagné? Je viendrai après toi. Mes gens viendront après toi. »« Ça suffit, » dit sèchement un officier, tirant Rohan vers une voiture de police en attente. Puis un autre bateau arriva, et le monde de Rivka bascula sur son axe. Une petite silhouette était assise, blottie entre deux plongeurs, une couverture thermique autour des épaules. Même trempée, même 11 ans plus âgée, elle le reconnut instantanément. « Avi, » murmura-t-elle. Le garçon, non, jeune homme maintenant, il devait avoir 19 ans, leva les yeux au son de son nom. Ses yeux, ces mêmes yeux bruns qu'elle avait embrassés des milliers de fois pour leur souhaiter bonne nuit, rencontrèrent les siens à travers le quai. Avi. Elle se précipita en avant, et il trébucha dans ses bras, s'effondrant contre elle, comme si ses jambes ne pouvaient plus le porter. Il ne parlait pas, s'accrochant juste à elle, son corps tremblant de froid et de traumatisme. « C'est bon, » murmura-t-elle, le tenant fermement. « Tu es en sécurité maintenant.
Tout va bien aller. Ça ne peut que s'améliorer à partir de maintenant. Il se noyait, expliqua l'un des plongeurs. L'eau s'infiltrait déjà dans le tonneau. Nous avons trouvé des trous à divers endroits, des trous faits par l'homme. Quelques minutes de plus et il n'avait pas besoin de finir. Nous avons évacué la plupart de l'eau de ses poumons sur le bateau, mais il a besoin d'attention médicale. Le détective Brennan avait interrogé Donald et Rohan. Maintenant, il se tourna vers eux, le visage grave. Où est l'autre garçon? Où est Eliav? Donald resta impassible, mais Rohan rit, un son qui glaça le sang de Rivka. Le lac l'a dévoré il y a des années, dit-il, avec une satisfaction évidente. Donné en pâture aux poissons, là où il appartenait. Moshe s'élança en avant, mais des officiers le retinrent. Avi fit un son, pas tout à fait un mot, plus comme le cri d'un animal blessé, et pressa son visage contre l'épaule de Rivka. « Cherchez à nouveau le lac », ordonna le détective Brennan à son équipe. « Je sais que nous avons cherché ce matin, mais c'était juste la zone immédiate. Si un tonneau a été coulé il y a des années, la nature l'aurait caché. Vérifiez chaque formation rocheuse, chaque lit d'algues, chaque banc de sable. Je veux des équipes de plongée couvrant chaque centimètre de ce lac. » Les officiers commencèrent à traiter Donald et Rohan pour le transport. Alors qu'ils vidèrent leurs poches et retirèrent leurs objets personnels, Rivka les vit confisquer le collier de Donald, le pendentif d'aigle qu'elle avait aperçu à la quincaillerie. Maintenant, elle pouvait le voir clairement. Un aigle tenant une médaille à croix gammée, correspondant exactement à la statue trouvée ce matin avec les affaires des garçons. « Tournez-vous sur le côté », ordonna un officier à Rohan. Quand il le fit, ils photographièrent le tatouage sur sa taille. Pas une swastika hindoue, comme il l'avait prétendu, mais clairement la version nazie, austère et non déguisée. L'équipe médicale était arrivée avec des ambulances. Ils enveloppèrent Avi dans plus de couverture, vérifiant ses signes vitaux avec une efficacité pratiquée. Homme de 19 ans, possible hypothermie, aspiration d'eau, dit un paramédical. Les signes vitaux sont stables, mais il est en état de choc. Nous devons le transporter immédiatement. Vous pouvez l'accompagner, dit un autre à Rivka. Papa, vous devrez suivre dans votre voiture. Alors qu'il se préparait à charger Avi dans l'ambulance, Rivka jeta un dernier regard à Donald et Rohan, emmenés dans des voitures de police séparées. Donald rencontra finalement ses yeux à travers la fenêtre, et ce qu'elle vit la fit frissonner. Pas de remords, pas d'humanité, juste une scène froide. Elle monta dans l'ambulance, prenant la main d'Avi dans les siennes. Elle était plus grande qu'elle ne s'en souvenait. Ce n'était plus une main d'enfant, mais elle connaissait chaque ligne, chaque articulation. Son bébé était vivant, endommagé, traumatisé, mais vivant. « Je suis là », murmura-t-elle, alors que les portes de l'ambulance se fermaient. « Maman est là, je ne te lâche pas. » Derrière eux, Moshe suivait dans leur vieille Camry, et le convoi d'espoir et de chagrin serpentait de retour vers la ville, vers les hôpitaux, la guérison, et le long voyage pour découvrir ce qui avait été fait à leur fils survivant pendant 11 années volées. Les urgences du centre médical Holy Name étaient un chaos contrôlé de moniteurs, bipants et de pas précipités. Rivka regardait, impuissante, le personnel médical emmené à vie à travers les portes automatiques marquées « Personnel autorisé uniquement ». Une infirmière les dirigea gentiment mais fermement vers la salle d'attente. « Le médecin vous informera dès que possible », dit-elle. « Il y a une salle familiale au bout du couloir si vous avez besoin d'intimité. » Ils se retrouvèrent dans une petite pièce sans fenêtre, avec des chaises inconfortables et une boîte de mouchoirs sur une table latérale. Dès que la porte se ferma, la maîtrise de Rivka s'effondra complètement. Les larmes vinrent par vagues. Pour la survie d'Avi,
pour la perte d'Eliav, pour 11 ans de ne pas savoir. Peut-être qu'il est encore en vie, dit désespérément Moshe, l'attirant près de lui. La police n'a pas trouvé un autre tonneau ce matin. Peut-être que Rohan mentait, essayant de nous blesser. Rivka secoua la tête contre sa poitrine. Tu n'as pas vu ses yeux, Moshe. Ce triomphe, cette satisfaction quand il l'a dit. Il ne mentait pas. Notre Eliav est parti. Ces monstres, dit Moshe, la voix brisée. Qu'ont-ils fait à nos garçons? Avi avait l'air si vide, brisé. Donald les conduisait à l'école chaque jour. Chaque jour, nous lui sourions, le remercions. Et Rohan, je faisais ses précieuses pâtisseries juives pendant elle ne put finir. Il nous haïssait juste pour exister, dit amèrement Moshe. Pour être juifs dans leur ville. Nos garçons n'ont jamais fait de mal à personne. C'étaient des enfants. Certaines personnes sont brisées à l'intérieur, murmura Rivka, remplie d'une telle obscurité. 1 heure plus tard, un médecin apparut, une femme au visage bienveillant dans la cinquantaine. Monsieur et Madame Steinman, je suis le docteur Chen. Nous avons complété notre examen initial d'avis. Ils se levèrent assez rapidement, se tenant les mains. Physiquement, il est de mal nourri et montre des signes de carence prolongée en vitamine D, due au manque de lumière solaire. Il y a des preuves d'anciennes fractures mal guéries, côte, poignet gauche, plusieurs doigts, et des cicatrices compatibles avec des abus physiques répétés. Elle fit une pause, choisissant soigneusement ses mots. Il y a aussi des indicateurs de traumatisme sexuel. Nous avons tout documenté pour l'enquête policière. Rivka fit un son comme un animal blessé. Le visage de Moshe devint gris. La préoccupation immédiate concerne ses poumons. Ce n'était pas sa première quasi-noyade. Il y a des cicatrices dans le tissu pulmonaire dues à des aspirations d'eau précédentes. Nous surveillons de près ses niveaux d'oxygène. L'expression du docteur Chen s'adoucit. Psychologiquement, il est en état de choc sévère. Il n'a pas du tout parlé. C'est courant avec un traumatisme prolongé et l'isolement. Il aura besoin d'une thérapie extensive. Pouvons-nous le voir? Il a été transféré dans la chambre 314. Il essaie de se reposer maintenant. Son corps en a besoin. Vous pouvez vous asseoir avec lui, mais s'il vous plaît, laissez-le dormir. Il s'apprêtait à se diriger vers la chambre d'Avi lorsque le détective Brennan arriva avec un partenaire plus jeune. « Je suis désolé de faire cela maintenant, » dit-il. « Mais nous avons besoin de vos déclarations officielles pendant que tout est frais. Il y a une salle de conférence que nous pouvons utiliser. » Dans la salle de conférence stérile de l'hôpital, le partenaire installa un enregistreur numérique, tandis que le détective Brennan ouvrait un épais dossier